Cette matinée s'est intéressée à différents aspects de l'innovation en lien avec les filières agricoles locales. Après une séquence bien tournée vers la recherche et les technologies pour qualifier les qualités de ces filières agricoles locales, nous allons passer à l'autre bout de la chaîne. Comment les mettre en valeur, notamment auprès du consommateur? C'est la table ronde. J'appelle à me rejoindre David Garbouze, président du collectif En Vérité. Vous pouvez applaudir les intervenants. Thierry Gaborio, responsable produits transformés, graines et légumineuses de France de Calisol. Bonjour David. On peut s'installer, voilà, faire la table ronde à ma droite. On va amener un autre micro. Véronique Hucot, déléguée générale de l'AREA Nouvelle-Aquitaine, et Christine Huppert, directrice générale de l'AREA Occitanie. Alors, vous êtes quatre. Ça sera mieux avec 4 tabourets. On peut amener un deuxième micro pour la table ronde. Merci à vous. Bienvenue à tous les 4. Oui, on attend Christine Huppert qui va nous rejoindre. J'en profite. Allez, pour lancer un petit tour de table de présentation, Christine nous rejoint pour effectivement présenter chacun des intervenants et des intervenantes. Christine, justement, bonjour. Vous êtes directrice générale de l'AREA Occitanie. On va parler avec vous de la marque Sud de France Occitanie. Tu nous régales. Vous êtes déléguée générale depuis 2 ans après un parcours de 25 ans dans l'agroalimentaire, différents secteurs, foie gras, plats cuisinés, avec aussi une expérience dans les services, un profil de dirigeante avec Christine. Et l'AREA représente 360 entreprises. Vous représentez plus de 70% de l'effectif agroalimentaire de l'Occitanie. Et depuis quelques mois, vous assurez la partie commerciale de la marque régionale Sud de France Occitanie. Tu nous régales. On va en parler tout à l'heure. À vos côtés, allez, je fais dans l'ordre. David, bonjour David. David Garbouze, président du collectif En Vérité. Vous êtes tout d'abord le fondateur du cabinet de conseil Transformation Positive. Vous accompagnez les entreprises dans leur transformation, dans la transformation de leur offre pour intégrer une diversité d'impact. On va signaler un client en Nouvelle-Aquitaine, c'est la région Grand Sud-Ouest, périmètre de ce salon avec Terra Lacta, et un travail notamment effectué sur la raison d'être. Le collectif En Vérité, 60 adhérents, transformateurs, par exemple la coopérative d'Aussi qui vous a rejoint, mais aussi des distributeurs, par exemple l'enseigne Biocop qui vous a rejoint également. 3 sujets, d'où viennent les produits, pour qui c'est fait, comment c'est fait, les 3 leviers, le Nutri-Score, l'affichage environnemental et l'origine. Vous avez été, j'allais dire, à l'œuvre autour de l'origine info. On va faire l'actualité effectivement de ce dispositif d'affichage de l'origine. Et d'ailleurs, sur ces sujets, vous avez travaillé avec plusieurs partenaires, dont l'AREA et dont l'AREA Nouvelle-Aquitaine. Il y a eu des échanges. Je me tourne vers Véronique. Bonjour à vous. Véronique Hucot, déléguée générale de l'AREA Nouvelle-Aquitaine. La marque collective signée en Nouvelle-Aquitaine a connu une évolution dans son cahier des charges. On va y revenir. L'AREA Nouvelle-Aquitaine, c'est 250 adhérents sur toute la Nouvelle-Aquitaine, essentiellement des PME. C'est un plan d'action sur les 3 dimensions du développement durable. Vous animez effectivement différents collectif et votre feuille de route est tournée vers une importante mission de veille, d'information, d'accompagnement sur les grands enjeux du secteur. Et vous-même, délégué général depuis 8 ans et demi, formation dans le commerce, animation de collectifs, notamment en Auvergne, autour des fromages d'Auvergne. Donc le collectif, c'est vraiment le maître mot de votre parcours. Et puis Thierry Gaborio, bonjour, vous êtes responsable de l'unité produits transformés graines et légumineuses de France au sein de la coopérative Calisol. Vous avez effectué un parcours dans l'agroalimentaire, différents maillons, en distribution notamment, dans les produits à élaborer au niveau de la transformation. Et puis cette expertise, on va dire aval, commerce, finalement, vous l'avez rapproché de l'amont avec la coopérative Calisol. C'est une coopérative céréalière qui représente un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros en conventionnel et en bio. Les activités classiques d'une coopérative agricole, mais aussi une partie transformation avec un site dédié au tri, au décortiquage et au conditionnement sous la marque Graines et Légumineuses de France.
J'en profite pour dire que Calisol est adhérent à la fois du collectif En Vérité et de l'AREA Occitanie. Donc vous voyez, il y a des interconnexions nombreuses ce matin. Rentrons dans le vif du sujet. L'enjeu de la table ronde, c'est de parler de la mise en valeur des initiatives autour des filières agricoles locales. Je me tourne vers Véronique tout d'abord. Véronique, au fond, est-ce que vous avez des données qui nous permettraient d'objectiver cet enjeu de l'origine, notamment auprès des consommateurs? Alors, est-ce qu'on vous entend? Peut-être n'est-il pas allumé. Je viens. C'est bon, on vous entend bien. Allumé. Bonjour à tous. Oui, alors effectivement, l'enjeu, en fait, il y a un chiffre peut-être qui est intéressant d'avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on a 61% des consommateurs qui sont des déconsommateurs. Donc ça veut dire qu'en fait, on vend de moins en moins de choses à manger, même si tout le monde a quand même besoin de manger. Ça veut dire que le gâteau se rétrécit. Ça veut dire aussi que du coup, les consommateurs achètent moins, mais du coup, ils sont plus exigeants. Il faut que je parle plus fort. On me dit dans l'oreillette. Alors, parlez plus fort, mais on peut peut-être monter un petit peu le son du micro. Nathalie, si on peut mettre la diapo plutôt sur le thème de la matinée, et on reviendra sur la diapo Origine Info dans un second temps. Et alors 61%, c'est un chiffre aussi qui est intéressant parce que donc 61% déconsomment, mais par ailleurs 61% se disent intéressés, voire influencés par l'origine du produit qu'ils achètent. Donc tout ça, ce sont des chiffres pour le premier Circana, pour le second Kantar. Parallèlement, on voit une augmentation aussi des MDD, donc des marques distributeurs, ce qui fait qu'en fait aujourd'hui, les marques ont quand même du coup une parole à prendre sur l'origine. Donc ça a été notre réflexion dans Signer Nouvelle-Aquitaine. Ça a été votre point de départ. On peut imaginer qu'il y a un groupe d'entreprises qui a été acteur. C'est important de le remettre dans le contexte. On sait qu'on sort d'une vague inflationniste 2022-2023. Quand on regarde par exemple l'évolution des prix dans les produits de la viande et l'impact sur les achats, on voit que dès qu'on franchit un seuil de prix, on chute dans les achats. Ce contexte-là, ça vous a pas semblé un frein pour commencer à réfléchir à l'origine? Au contraire? Oui, au contraire en fait, parce qu'il a fallu mettre un supplément de valeur à un moment donné quand l'entreprise doit justifier d'une augmentation de prix. C'est pas juste l'inflation. Il faut aussi expliquer quelle est la valeur du produit et effectivement l'origine est une donnée intrinsèque de la qualité du produit. Discuter effectivement de la qualité et moins du prix. Christine, les données Circana, vous les avez entendues. Qu'est-ce qu'elles vous évoquent? Est-ce que vous avez des éléments complémentaires, oui on vous entend bien, qui ont effectivement motivé votre réflexion sur l'origine? Alors bien sûr, ici la région Occitanie avait lancé cette réflexion avec Sud-de-France il y a déjà plus de 10 ans. Et donc déjà la région s'est agrandie, maintenant c'est la région Occitanie. Et quel est dans l'inconscient du consommateur occitan, quelle est sa volonté de consommer régional finalement? Et donc Circana nous a fait ses études à la fois pour toutes les aréas de France. Et effectivement, l'Occitanie, même si c'est une région très récente, ça évoque le bien manger, ça évoque que le produit qui est fabriqué en Occitanie, alors on parlera de l'origine de la matière première tout à l'heure, mais ça évoque quelque chose. Par contre, quand on rentre dans un magasin, comment il faut faire, comment on voit, comment on sait, comment on est guidé, là, on ne trouve pas. Et c'est pour ça que le fait de théâtraliser permet aux consommateurs de mémoriser quels sont les produits qui sont faits dans la région et ensuite à l'entreprise d'aller négocier avec l'enseigne pour qu'elle se retrouve en fond de rayon et qu'il y ait cette continuité de consommation. Vous avez rendu objectif ce constat? Est-ce qu'une étude existe par exemple pour être capable de dire telle région a tel impact? Et est-ce que toutes les régions d'ailleurs sont équivalentes? Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais oui. Alors, les gagnants, c'est les Bretons. Allons bon. Voilà. Les seconds, c'est les Alsaciens. Les troisièmes, c'est les Occitans. Et derrière, on a toute la zone Nouvelle-Aquitaine avec notamment le Pays Basque, etc. Et c'est intéressant, mais c'est sans doute pas pour les mêmes raisons. Au fond, Bretagne, Alsace, des régions qui ont une identité très forte, ancienne, historique. Non, c'est pas les mêmes raisons. Et voilà.
Mais en revanche, Occitanie, et ça va être vrai en Nouvelle-Aquitaine, la présence des signes officiels de qualité est certainement pour quelque chose dans ce chiffre. Oui, et à la fois, mais qui, finalement, il y a énormément de marques nationales qui sont positionnées en grande distribution. Il faut savoir que ça représente toujours plus de 80% de notre acte d'achat. Donc, une entreprise qui veut vendre, au consommateur final, il faut qu'elle soit en grande distribution. Donc, il y a plein de signes officiels de qualité, aussi en France, ailleurs, dans d'autres régions. Bien Donc, sûr. effectivement, prenons l'exemple du bio. Bon, on sait toutes les difficultés qu'a eu le bio, et tout ça parce que finalement, il était déconnecté de son aspect local. Donc, et on voit bien qu'on a une hiérarchisation qui est différente. C'est d'abord dans ma région, et après, je regarde les signes officiels de qualité. Voilà. Et ça s'est inversé. Alors, David, même question. Sur cette séquence, j'ai besoin de données objectives sur l'origine. On parle, alors c'est vrai, du local, de l'origine, mais il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs échelles, y compris l'échelle nationale qui est intéressante à mettre en valeur. Oui, effectivement. Alors, pour rebondir sur l'introduction tout à l'heure, avant de lancer mon cabinet de conseil, moi j'ai passé 20 ans dans l'agroalimentaire, chez Danone, chez Le Sieur et chez Fleury Michon. Et j'ai vu à quel point en fait des marques pouvaient prendre des décisions assez structurantes sur notamment l'origine des matières premières, la suppression des additifs, etc. Et avoir beaucoup de difficultés à raconter cette histoire à leurs clients, surtout dans un environnement concurrentiel où les autres marques ne font pas forcément la même chose. Et l'origine du collectif, en vérité, elle est née de ce constat-là, c'est-à-dire comment faire en sorte que les gens qui ont envie d'aller un peu plus loin, de faire des efforts supplémentaires, soient, entre guillemets, rétribués à la hauteur des efforts qu'ils font. Parce qu'il y a une sorte de distorsion de concurrence aujourd'hui dans les rayons sur ces sujets-là. Et notamment sur le sujet de l'origine, il y a jusqu'à présent une pléthore de créativité des entreprises de grande consommation pour laisser penser d'une certaine façon que le produit vient de pas très loin ou de France. On voit des mentions sur le fabriqué en France, qui est une mention légale, mais parfois brandie de manière extrêmement forte avec un drapeau bleu, blanc, rouge. Et on se rend compte quand on regarde derrière que les ingrédients ne sont pas du tout français. Donc c'est bien issu d'une usine faite en France avec des ingrédients qui ne sont pas français. Ou alors, on citait un exemple d'un acteur de la conserve qui mettait en avant le chou français sur son emballage avec un beau drapeau bleu, blanc, rouge, mais les autres ingrédients ne l'étaient pas. Donc il y a une amertume des consommateurs sur ce sujet-là. 86% disent aujourd'hui l'information sur l'origine c'est important pour moi et j'ai de la peine à la trouver sur les emballages et voir quand je la trouve, elle n'est pas tout à fait exacte. Donc on a cherché nous à objectiver ça. Donc il y a des doutes effectivement, on peut parler d'origine washing en fait, presque par similitude avec le greenwashing. Et donc qu'a apporté l'étude en termes d'enseignement ? À partir de ce constat-là, nous on s'est dit finalement comment est-ce qu'on peut, au-delà de l'intuition qui consistait à dire on pense que les Français sont, comme vous l'avez dit, plus mobilisés par le local et par l'origine France, comment est-ce qu'on peut objectiver ce résultat ? Et on s'est mis à l'épreuve en montant un dispositif qui permettait de répondre exactement à cette question, je veux savoir d'où ça vient, et en distinguant bien les deux sujets, l'origine des matières premières qui composent le plat et l'endroit où il a été fabriqué, parce que c'est un intérêt aussi d'avoir une usine potentiellement dans un territoire. Et donc on a développé un petit camembert qui décomposait la part et l'origine de chacun des ingrédients, avec en dessous une petite usine qui disait où c'était fait. Et on a présenté ça à des consommateurs pour évaluer les intentions d'achat sur ces produits-là. On fait ça en 3 temps. D'abord, on monte la marque pour simplement évaluer l'attractivité intrinsèque du produit. C'est important, avec tout ce qu'elle raconte déjà. Ensuite, on avait noté une deuxième phase. On avait mis le prix de vente parce qu'on était en pleine période d'inflation, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et c'était important de challenger le déclaratif avec la réalité des ventes. Et là, on retrouvait à peu près les parts de marché réelles des offres. Donc, on sait que l'étude était solide. Et dans un troisième temps, on mettait ce petit camembert en place sur les emballages. Les résultats ont été assez spectaculaires, même très spectaculaires pour les petites marques,
celles qui faisaient le plus d'efforts justement. Certaines d'entre elles voyaient leur part de marché multipliée par 10. Alors, je temporise un petit peu, on passe de 0,9 à 9 points de part de marché, c'est x10 sur une base qui était très petite, mais néanmoins, Thierry pourra en témoigner, passer de 0,9 à 9 points de part de marché, je pense que ça l'intéresserait, tout comme tout un tas d'entrepreneurs qui font des efforts aujourd'hui et qui ne sont pas rétribués d'une certaine façon à la mesure des efforts qu'ils font. Donc fort de ces résultats, on a commencé à rencontrer les acteurs de l'ensemble de la chaîne en disant il y a quelque chose à faire qui est relativement simple. Si on donne aux consommateurs la possibilité de choisir en connaissance de l'origine, eh ben on va fortement favoriser les entreprises locales, on va fortement favoriser l'origine France, on va fortement favoriser l'agriculture française. Et là, on va revenir sur le détail effectivement de la suite ultérieurement, David, mais ce que je retiens, c'est que cette étude qui est datée de septembre 2023, donc effectivement en pleine vague inflationniste, mais vous avez neutralisé le facteur prix, et le résultat, c'est que l'indication de l'origine est un incroyable levier au fond, à la fois pour assurer le consommateur et puis pour gagner des parts de marché. Thierry, vous êtes un acteur de la chaîne alimentaire à travers la coopérative Calisol, maîtrise de l'amont, mais aussi des produits transformés à travers un atelier dédié, filière légumineuse. Même question sur finalement quelles sont les motivations qui ont engagé la coopérative à investir dans ce maillon de la seconde transformation et à mettre en valeur au fond l'origine. Donc, effectivement, Calisol est une coopérative céréalière. Donc, le cœur de l'activité des agriculteurs, ce sont d'abord les têtes de culture, les blés, les maïs, les tournesols. Notamment lorsqu'on a développé notre activité bio au début des années 2000, il y avait la volonté de proposer de nouvelles cultures complémentaires pour développer un assolement, parce qu'il faut pouvoir avoir des rotations sur 7-8 ans. Et donc c'est ainsi qu'on a commencé à proposer à nos agriculteurs des nouvelles cultures comme les pois chiches, comme les lentilles corail, certains haricots. Et donc c'est comme ça qu'on s'est mis à produire et à avoir ces productions-là. Une fois qu'on avait ces productions, on avait aussi de la demande de clients, et donc on s'est mis à investir dans un atelier pour pouvoir les trier, les conditionner et les commercialiser. Donc c'est comme ça que s'est développée cette activité, qui est devenue en fait l'activité agroalimentaire de la coopérative. Autant sur les cœurs de tous les blés, les céréales, on vend ça à des meuniers, à des huiliers qui vont travailler les produits. Sur cette activité-là, nous sommes nous-mêmes transformateurs pour aller jusqu'au produit final. Donc ça, c'est pour l'historique. Et donc, effectivement, notre volonté, c'est de pouvoir... Alors, on est même allé un petit peu plus loin. On a voulu aller sur la deuxième, la troisième transformation pour aller chercher un peu de valeur. Y compris des plats cuisinés ? Y compris des plats cuisinés. On avait une filiale, Nutrina, qui avait développé des pâtes à base de légumineuses germées, des plats cuisinés à base de légumineuses. Aujourd'hui... le métier d'industriel, c'est un vrai métier. Nous sommes d'abord, nous, des producteurs, des agriculteurs. Notre métier, c'est d'abord de produire en quantité, en qualité, de pouvoir apporter un grain aux normes alimentaires. Mais après, ça demande d'autres compétences, d'autres outils d'investissement. Et donc, aujourd'hui, notre volonté, c'est de trouver les partenaires dans le cadre d'une filière, et on y reviendra, de trouver des partenaires pour pouvoir assurer des débouchés, de la valeur à nos agriculteurs sur leur production. Donc, en sachant que vous assurez la première transformation et donc plus la seconde transformation, on comprend qu'au fond, la volonté première, elle vient de vos adhérents, les agriculteurs qui veulent rechercher de la valeur. Mais quand vous entendez les chiffres qui ont été donnés, alors je ne sais pas si vous en aviez connaissance, je suppose, ça vous parle, vous les prenez pour argent comptant, ces constats, comment vous les vivez ? Vous parlez de quels chiffres ? des données qui ont été amenées par Véronique, David et Christine. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs sujets au niveau de... Donc nous, en tant que coopérative, effectivement, l'origine est déterminante. On assume la vie d'un territoire, d'un terroir. Donc la coopérative Calisol est basée sur le Tarn-et-Garonne et le Gers. Et donc l'origine produit, évidemment, est déterminante. Donc il y a une action au niveau régional pour nous, local d'abord, régional au niveau de l'Occitanie, et plus largement au niveau national. Donc on intervient plutôt à 3 niveaux, et on est intéressé par toutes les démarches, marque locale ou régionale. On ne va pas parler de marque nationale, mais l'origine info est une manière aussi de mettre en avant l'origine France,
parce que les produits concurrents sont souvent des produits d'importation. Et oui, exactement, effectivement, particulièrement sur votre filière. Allez, on commence par l'échelon régional et après on fera l'échelon national. Christine, Occitanie, tu nous régales. Quelle est l'histoire et puis surtout le cahier des charges? Qu'est-ce qui est demandé, exigé en matière d'origine? Alors, pour Occitanie, tu nous régales. L'entreprise qui veut rentrer dans cette démarche, il faut qu'elle ait son unité de transformation en Occitanie. Premier point. Premier point, et qu'elle ait une démarche de développement durable. Alors, soit dans une phase de démarrage, hein, donc un diagnostic, soit dans une phase de certification ou plus importante, notamment par exemple PME+. Voilà. Donc ça, c'est la première des règles. Et la seconde, effectivement, c'est concernant le produit, l'origine de la matière première. Alors, pour se simplifier, parce que bon, c'est quand même lourd, nous avons fait le choix de nous intéresser à la matière première principale. Donc, pour un plat dont la matière principale, ça va être par exemple le poulet, il faut que le poulet il vienne d'Occitanie ou des départements limitrophes. Parce qu'on a ce sujet du territoire et que c'est difficile, la barrière de l'Occitanie. Exemple, le foie gras, entre le Gers et les Landes, c'est le même bassin, donc on a intégré les départements limitrophes. Il nous semble qu'on ne ment pas aux consommateurs quand on est dans le périmètre. Voilà pour le cahier des charges. Et après, il y a la réglementation. Ça veut dire que si sur un produit, il met en avant le piment d'Espelette, effectivement, il faut que le piment il vienne d'Espelette. Mais ça, c'est la réglementation, donc on ne se rajoute pas. Et donc, ça, c'est pour une première hypothèse, c'est quand le produit il est disponible dans la région. Quand il n'est pas suffisamment disponible, comme le porc, eh bien, on demande à l'entreprise quel est son bilan matière, quel est son engagement d'acheter en Occitanie. Et pour le reste, elle doit l'acheter en France. Voilà. S'il achète son porc en Espagne, le produit ne peut pas être référencé. Oui. Et la troisième des hypothèses, c'est le café, le chocolat. Ça ne sera jamais en Occitanie. Et donc, à partir du moment où il est transformé en Occitanie, il peut faire partie il peut être sous la bannière Occitanie, tu nous régales. Ce que je comprends, Christine, c'est que derrière, il y a une philosophie pragmatique. C'est-à-dire que le but, c'est effectivement de stimuler et de mettre en avant l'origine régionale, mais tout en étant cohérent par rapport à la réalité du secteur. Le but, c'est d'essayer d'embarquer au maximum. Voilà, c'est essayer d'embarquer, de faire que le consommateur, qui est un déconsommateur, comme on vient de le dire, il ait envie de consommer régional, qui reprenne confiance. Et effectivement, on reparlera de l'Infoscore tout à l'heure, ou de l'origine info, pardon, qui est aussi un élément. Et après, on pourra dire, au travers de ce produit, j'ai perdu mon idée, bien sûr. Bon, je voulais dire quelque chose, je retrouverai tout à l'heure. Parce qu'on a une volonté de développer les entreprises sur ces produits locaux, mais aussi qu'elles aillent se faire connaître dans les autres régions de France. Voilà, c'est qu'elles ne restent pas qu'Occitanie, dépasser les frontières régionales. Qu'elles dépassent les frontières de l'Occitanie. Véronique, même question au fond sur signer en Nouvelle-Aquitaine, un cahier des charges qui a évolué récemment. Alors, pouvez-vous nous en dire plus justement sur l'indication de l'origine et sur les exigences en termes d'ingrédients? Alors, pour comprendre, il faut remonter à la genèse aussi de la marque, parce que la marque, donc Signé Nouvelle-Aquitaine, s'appelait auparavant Produit en Nouvelle-Aquitaine. Et elle était le fruit du regroupement de 3 anciennes marques territoriales qui étaient Produit en Poitou-Charentes, Produit en Limousin et Signé Aquitaine. Donc ces marques avaient des cahiers des charges différents. Le choix au moment du regroupement des 3 régions a été de se caler sur le cahier des charges le plus exigeant, donc qui a permis, notamment à pas mal d'entreprises de Poitou-Charentes, d'accéder
à la norme IFS, Oui. y compris pour des entreprises très petites, donc qui a fait ses preuves. Donc là, le cahier des charges était assis sur des normes de qualité relativement exigeantes, donc au-delà de la réglementation. Alors, il faut savoir, mais je pense que tous les gens dans la salle le savent, que la qualité, il y a 20 ans, c'était pour les riches. Hein, que globalement, déjà, quand on avait un HACCP, on était bien. Donc, quand il y a 20 ans, la marque Produits en Poitou-Charentes a été créée, on était déjà très, très au-delà des exigences. Aujourd'hui, c'est un Aujourd'hui, prérequis. c'est juste la norme. Quand on a créé Produits en Nouvelle-Aquitaine, l'idée, ça a été d'adjoindre aussi un cahier des charges RSE. Là, on était donc en 2017, il y a 7 ans. Non, il y a plus. Oui, dans c'est ces ça. eaux-là. C'est ça. Bref. Donc là, ça a émergé, au fond. Donc là, ça émergeait et on a mis effectivement aussi un cahier des charges RSE. Donc de la même manière que Occitanie, tu nous régales, on a une obligation de démarche RSE. Alors, qui est calé sur l'ISO 26000, hein, donc effectivement, PME+, pourquoi pas. On a aussi un autre référentiel qui s'appelle 3D, qui est calé sur l'engagé RSE de l'AFNOR. Voilà. Et donc là, on a tout un accompagnement, nous, pour emmener les entreprises dans ces démarches-là. L'objectif est aussi... notre cahier des charges, il est globalement à peu près le même que celui de Occitanie, tu nous régales. Alors, à la différence près que nous, le produit s'étiquette et qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a 310 signes officiels de qualité, que donc, en termes de non-concurrence, d'articulation avec les étiquetages, c'est... Il y a des vrais sujets réglementaires sur la question des signes officiels de qualité. Et puis après, il y a de vrais sujets politiques. Oui. Voilà. L'objectif étant, et ça a été vraiment une exigence à la fois de nos opérateurs, mais aussi de la chose publique qui nous accompagne, en l'occurrence la région Nouvelle-Aquitaine, parce qu'elle nous aide aussi beaucoup financièrement depuis 4 ans, d'être un maillon, un élément de progrès pour l'ensemble de la filière alimentaire. Exactement. Donc, ce n'est pas notre travail forcément de fabriquer des filières. En revanche, d'être un maillon actif de ces filières, ça, c'est l'engagement qu'on a pris. Et donc, c'est pour ça que la marque est passée de produits en Nouvelle-Aquitaine à signer Nouvelle-Aquitaine avec justement l'évolution du cahier des charges vers une origine régionale de l'ingrédient principal ou des ingrédients majoritaires et ou communicants. De l'ingrédient communicant. Les catégories qui ont été décrites par Christine sont les mêmes peu ou prou ? Absolument. Là où on va avoir peut-être, nous, plus de difficultés, si je reprends l'exemple de ma collègue sur le porc, alors c'est de la difficulté sans en être, mais le porc, nous, on a une IG qui est porc du Sud-Ouest. D'accord. Qui épouse globalement toute la Nouvelle-Aquitaine, moins l'Est, donc tout ce qui est Corrèze, Haute-Vienne, etc. Et puis qui va jusqu'à la frontière, alors pour nous, frontière Nouvelle-Aquitaine, mais elle vient jusqu'à Midi-Pyrénées. Là, nous, on a été en discussion filière par filière, donc avec la filière porc en l'occurrence. Qu'est-ce que vous pensez, messieurs, des opérateurs qui nous disent nous, on ne trouve pas tel morceau en quantité suffisante en Nouvelle-Aquitaine ? La filière nous a répondu si, en quantité, on a ce qu'il faut. Donc, on est là engagé dans une discussion justement pour matcher l'amont et l'aval. Et on se rend compte en fait qu'il y a un vrai travail qui n'a pas été fait parce que finalement, on est resté quand même pas mal en silo dans ces affaires-là. Puis après, il y a aussi une histoire de culture. Mais donc, notre travail aujourd'hui, c'est de faire matcher ce qui existe sur le territoire et les besoins des industriels, notamment par une organisation de la supply chain. Entendu. Et alors, très concrètement, après je redonne la parole à Christine, mais le nombre de produits labellisés à ce stade et comment ça marche ? Il y a une commission, enfin, qui décide ? Alors, on a des commissions d'agrément, alors évidemment en ce moment qui sont plus souvent que ça n'est en fonctionnement habituel, puisque là on passe tout le monde finalement avec le nouveau cahier des charges. À date, on a 403 produits de la semaine dernière, 403 produits agréés, on a 22 entreprises dans la démarche, sachant qu'on en a 51 qui sont dans le pipe. D'accord, entendu. Christine, même question. Est-ce qu'il y a déjà eu une commission ? Comment ça se passe ? Un chiffre pour voir le nombre d'entreprises engagées ? Oui, la commission d'agrément, c'est la base. Donc, nous, on a 50 entreprises. On vise d'en avoir autour de 80. On n'a pas tout à fait 600 produits. La commission d'agrément, c'est indispensable pour faire rentrer les nouvelles entreprises et surtout les nouveaux produits. Et effectivement, le sujet du contrat de progrès,
C'est-à-dire une entreprise qui va nous dire j'utilise que 20% de porc, par exemple. Et, est-ce que ta volonté, c'est d'utiliser plus parce qu'il y a une filière en France? Alors souvent, on nous répond oui, mais elle n'est pas compétitive ou je l'achète plus cher, etc. Donc il y a ce sujet parce que faut quand même On va y revenir. garder à l'idée qu'on a un consommateur au bout et qu'il lui faut quand même pouvoir acheter et pas se détourner de nos produits régionaux. Donc nos produits régionaux, ils doivent aussi être compétitifs. Exactement, on va y revenir. Je me tourne vers David, on passe à l'échelon national. On a vu effectivement les enseignements de l'étude de 2023, ils ont été largement partagés au niveau des professionnels, des filières et puis aussi au niveau plus politique. La suite de l'histoire, David, et je vais en profiter pour mettre le diaporama pendant que vous exprimez le dispositif qui a été le résultat. Allez-y, je vous en prie Christine Sillier, vous pouvez le faire. Oui, donc on avait les résultats de cette étude qui étaient effectivement spectaculaires. On est allé voir un certain nombre d'acteurs, quasiment tous les acteurs de la chaîne, de l'amont agricole, jusqu'à, comme vous l'avez dit, effectivement les décideurs publics. Et tout le monde nous disait c'est extrêmement intéressant, on va y réfléchir. On était donc entre septembre et décembre. Et en janvier, vous vous rappelez, janvier 2024, il y a les agriculteurs qui sont sortis de leurs exploitations pour dire ça suffit, on n'arrive pas à s'en sortir. Et ça a ému très très largement. C'était déjà extrêmement présent, hein, on le voyait nous dans l'étude, cette sensibilité-là, elle était déjà présente avant même qu'il y ait cette crise supplémentaire. Et d'un seul coup, là, 15 jours après, il y a Gabriel Attal qui dit on va se saisir du sujet de l'origine. Alors, on n'avait pas rencontré Gabriel Attal directement, on avait rencontré son cabinet. Et quelques temps après, c'est Olivia Grégoire, la ministre du Commerce, l'ancienne ministre du Commerce, qui décide de se saisir de manière opérationnelle du sujet. Et là, il y a un truc assez magique quand même, ce qui se passe. On reproche beaucoup de choses aux politiques et parfois, il y a des bonnes raisons, mais là, sur ce thème-là, à partir du moment où ils décident de prendre un sujet, c'est ce qui s'était passé d'ailleurs sur le Nutri-Score il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça avec Olivier Véran notamment. Elle réunit l'ensemble des professionnels autour de la table. Il y avait les représentants de l'industrie alimentaire, les représentants de la distribution, il y avait des associations de consommateurs et elle nous demande de présenter les résultats de notre étude. Avec l'idée en fait que finalement on avait entre les mains un outil relativement facile à mettre en œuvre puisque même s'il y a beaucoup de complexité pour mettre ça en place sur un emballage, finalement ce n'est pas une obligation réglementaire supplémentaire, c'est simplement la possibilité offerte aux marques de pouvoir raconter la façon dont elles travaillent et on savait que derrière qu'il y avait un avantage, un intérêt pour les consommateurs et donc un avantage économique majeur pour les marques qui allaient le faire. Et donc on a expliqué ça et derrière il y a eu une concertation qui s'est lancée avec, je vais passer les détails, mais cette concertation aboutit aujourd'hui à cette double proposition, là où on a la première, où on a la décomposition. Alors ce qui a été statué par le groupe de travail, c'est de parler des ingrédients primaires, c'est-à-dire des ingrédients qui rentrent au moins à 50% dans la recette ou qui sont présents dans la dénomination légale. Par exemple, vous dites pâte à la tomate, même si les tomates ne sont pas présentes à 50%, la tomate est considérée comme un ingrédient descriptif et donc on va noter l'origine de la tomate. Et donc c'est pour l'instant limité aux 3 ingrédients primaires. Vous avez cet exemple-là, vous retrouvez la petite usine en dessous qui précise bien où c'est fabriqué. Et puis il y a une deuxième option qui est celle que nous on pousse parce qu'elle est très proche de celle qu'on avait testée à l'origine et on sait que ça avait vraiment mobilisé les consommateurs, où on indique non seulement le pays, mais la proportion concernée par le pays. Et ça, c'est aussi extrêmement important pour que les gens puissent juger de la part produite dans telle ou telle région. Et donc, à partir de... ce cahier des charges a été posé au début de l'été. Et l'objectif, il y a 130 marques qui se sont engagées pour le déployer, dont... pratiquement 50 au sein du collectif en vérité. On a été très moteur sur ce dispositif. L'objectif qui a été donné par Olivia Grégoire, c'est qu'il y ait 10 000 références
porteur de ces signaux d'information avant la fin de l'année 2024 dans les rayons. Donc nous, on a fait un premier tour auprès de nos adhérents. À ce stade, on est à 550. Il y a encore quelques adhérents qui ne nous ont pas répondu. Et l'objectif, effectivement, c'est qu'à côté du Nutri-Score, finalement, qui donne une information factuelle sur l'origine, on puisse avoir sur la nutrition, on puisse avoir une information factuelle sur l'origine qui aide les consommateurs à choisir et qui aide les consommateurs à aider les agriculteurs parce que la crise, elle n'est toujours pas réglée. Alors, très concrètement, ça veut dire que le dispositif, le cahier des charges est prêt. Alors, ça n'a échappé à personne. Il y a eu un vide gouvernemental pendant quelques temps. Désormais, on a un gouvernement. Mais est-ce que les choses vont changer? Est-ce qu'il y a besoin désormais d'un go au niveau de l'échelon politique ou pas du tout, en fait? Et au fond, le cahier des charges est d'ores et déjà la libre disposition des marques qui veulent y aller. C'est cette deuxième option parce que c'est pas un dispositif qui a été voté dans un cadre législatif. D'accord. Il y a eu une proposition de loi du député Ramos, mais qui a été suspendue du fait de la dissolution. Néanmoins, ce dispositif-là, il a été monté sur la base du volontariat des industriels. Et donc, il a vocation à se déployer sans disposition législative sur la base du volontariat. Et nous, on a fait un tour auprès de nos adhérents. L'ensemble des marques qui se sont engagées doivent aussi rendre des comptes par rapport à ça. Et sauf s'il y a un contre-ordre absolu du nouveau gouvernement, oui. Ce dont je doute compte tenu de la tension qui reste importante auprès du monde agricole, ce dispositif a vocation à se déployer. Dans les linéaires, à quelle échéance? Toujours la date du 31/12 en première cible. D'accord. Et de manière pragmatique, pour changer un emballage, ça prend un petit peu de temps. Donc il y a aussi du temps qui a été donné aux industriels pour ne pas détruire des emballages. Et donc de manière pragmatique, entre le 31/12 et l'année 2025, ça va se faire au fur et à mesure en fonction des écoulements de stock. Mais effectivement, il y a la possibilité on le verra avant la fin de l'année. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a un dispositif digital qui est possible aussi pour les marques qui voudraient aller plus vite ou qui... avec un QR code par exemple? Avec un QR code qui renvoie sur une information dématérialisée. Voilà. Thierry, je vous vois acquiescer. Alors quand on regarde toutes ces actions de votre place en tant que coopérative agricole engagée dans la première transformation, au fond ça répond à l'une de vos préoccupations, ou est-ce que finalement garantir l'origine pour vous c'est d'abord un enjeu de volume, de qualité? Vous en êtes où sur cette filière légumineuse? Quelle est votre actualité au fond? Alors si on parle de la filière légumineuse en tant que telle, la légumineuse est le filet, l'a dit tout à l'heure, est une graine où sont des produits qui ont plein de vertus agronomiques, nutritionnelles et agroécologiques. Par contre, ce sont des cultures plus techniques que les cultures classiques, donc avec plus d'aléas, plus de risques sur les rendements par rapport notamment aux évolutions climatiques, mais plus largement aux ravageurs, un certain nombre de choses. Donc il y a un certain aléa sur ces productions et donc la filière France n'est pas toujours la plus compétitive. Sur certains produits, elle l'est, sur d'autres un petit peu moins, parce qu'on n'a pas toujours, on parlait tout à l'heure de produits d'importation, les clauses miroirs ne sont pas toujours exactement les mêmes. Et donc lorsqu'on va mettre en avant l'origine France, on met au moins en avant, effectivement, on a vu que le consommateur était friand de cette origine locale, où la France, quelque part, est locale par rapport à un univers international. Et donc, tout ce qui va dans ce sens-là, vraiment, est très positif. Donc, nous, on est tout à fait moteur sur ce genre de choses. Vous allez apposer l'origine info? Alors, nous, on va le faire sur notre gamme qui est directe vers le consommateur, mais le gros de notre activité est tourné. On est plutôt un ingrédient que l'on va vendre à des transformateurs, à des conserveurs. Donc, on est relativement peu concerné par la partie tournée vers le consommateur. Par contre, on est très concerné parce qu'on souhaite que nos clients transformateurs soient porteurs de la démarche. Et ça a beaucoup de vertus. On croit beaucoup à ça. Et on voit d'ailleurs, parce que la difficulté, c'est qu'il y a aussi un consommateur au final. Et après ce qui s'est passé au niveau de l'inflation, on commence à voir, donc d'un côté, il y a des études qui nous disent, oui, le consommateur, il est moteur, il est intéressé par l'origine France ou l'origine locale, régionale. Mais en même temps, on voit des distributeurs, on voit une tendance à tenir au maximum les prix. Et l'origine France n'est pas toujours privilégiée par les distributeurs dans leur choix.
Alors, c'est un vrai sujet effectivement de fond. Gardez le micro, Thierry, avant effectivement d'aborder ces sujets importants qui peuvent être essentiels pour que la mise en valeur de l'origine soit effectivement efficiente dans les linéaires. Sur la filière légumineuse, y a-t-il pas aussi un enjeu au fond de structuration, de massification? On voit des initiatives qui vont potentiellement booster les ventes, mais derrière, vous qui êtes producteur, qu'est-ce que ça va impliquer? Est-ce que c'est évidemment nécessaire? Mais quelle est l'organisation qu'il va falloir mettre en œuvre pour répondre à ce développement? Alors, effectivement, on l'a vu, et Cyrielle du FILEG en parlait tout à l'heure, la notion de filière est importante. Alors que la filière, elle se joue à 2 niveaux. Au niveau horizontal, c'est-à-dire on va partir du producteur et on va remonter sur le premier, deuxième transformateur, le distributeur jusqu'au consommateur. C'est ce que fait le FILEG au niveau régional, mais ça se fait aussi avec d'autres émanations sur d'autres régions plus nationalement. Il y a aussi certainement un travail à mener au niveau d'une filière, on va dire, horizontale, c'est-à-dire qu'entre les différents acteurs, d'abord régionaux et peut-être même plus largement nationaux, comment on peut collaborer, comment on peut partager nos difficultés pour rendre cette filière rentable, cette filière, assurer la pérennité de ces filières, parce qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de produits, on parlait de lentilles, on parlait des difficultés, voire des impasses techniques que l'on a parfois. Et on se retrouve on va dire en compétition avec d'autres origines, et la filière est en difficulté. Donc l'origine info est un sujet, le partenariat au niveau des filières à la fois transversale et horizontale en est un autre, et tous les sujets sont à l'étude. Ça peut aussi passer parfois par des aides au niveau de gouvernemental ou de public, parce qu'il faut que tous les acteurs se mettent autour de la table pour essayer de trouver des solutions et garantir la pérennité de ces filières qui sont fragiles. Je me tourne vers les autres intervenants. Ça veut dire que pour ce sujet qui évidemment fait intervenir de multiples paramètres, les actions que vous entreprenez au niveau des dispositifs graphiques, de la mise en valeur de l'origine sont évidemment très importants. C'est le point de départ, c'est ce qui va donner de la visibilité aux consommateurs. Mais il faut de l'accompagnement, il faut un travail de filière. Alors Véronique, justement surtout finalement sur tout le partage de la valeur et cette notion de filière, qu'est-ce qui peut être fait? Alors, en fait, notre travail depuis qu'on mène des marques collectives, ça a été ça. Ça a été de dire, la marque, c'est justement la partie émergée de l'iceberg. En réalité, nous, on est là pour faire progresser les entreprises. Ouais. Et donc, en l'occurrence, leur permettre de valoriser l'origine de leurs ingrédients, c'est intéressant. Sauf que ce qui est encore plus intéressant, c'est leur permettre d'améliorer leur sourcing et de travailler ce sourcing. Tout à l'heure, je vous disais, on a un problème, entre guillemets, de supply chain. C'est la grosse difficulté qu'ont nos entreprises. En Nouvelle-Aquitaine, on a, nous, 97% de PME, 60% d'entreprises qui ont moins de 20 salariés. Autant vous dire qu'on traite avec des toutes petites unités, donc avec des gens qui n'ont pas d'acheteurs, qui font comme ils peuvent pour trouver leurs matières premières, et qui se servent chez des grossistes ou chez l'abattoir du coin, et ils ne sont pas le plus gros client de l'abattoir. Donc quand ils veulent de l'origine régionale, on leur dit « Ah bah cette semaine j'en ai, ah non, cette semaine j'en ai pas ». Exactement. Voilà, ça c'est la première chose. La seconde c'est, alors oui, l'origine France c'est une mention réglementaire, donc je sais le dire. Par contre l'origine Nouvelle-Aquitaine, oui, je suis un abattoir en plein milieu de la Nouvelle-Aquitaine, mais est-ce que ce morceau de viande-là est issu d'une bête qui est née, élevée sur la zone? Oui, je sais le dire à la bête, mais pour l'écrire sur un papier, j'ai besoin que mon outil de supply chain soit paramétré pour ça. Donc, ça va me demander du travail à moi, abattoir. Donc, je vais le facturer. Et oui. Sauf que si je le facture à mon petit faiseur, lui, derrière, comment il fait pour ne pas être décroché du marché? Donc là, je vous livre le problème qui est le nôtre aujourd'hui. On n'a pas la solution là tout de suite. Eh oui. On est en discussion avec les filières pour justement se dire comment finalement je partage cet investissement, parce que c'en est un. C'est un investissement que de faire reconnaître la qualité. Et est-ce que ce n'est pas un sujet au fond aussi de gouvernance autour de vos initiatives? Dès lors que la grande distribution clairement est impliquée, la donne peut changer. Alors la grande distribution, les pouvoirs publics, parce que l'objectif c'est aussi de structurer des filières et d'en faire des filières qui sont durables et qui sont quelque part profitables pour l'ensemble des maillons et de manière long terme. Donc tout ça effectivement c'est à la fois des problématiques de commerce mais aussi des problématiques politiques. Christine, sur cet aspect, sur l'accompagnement au fond de la démarche, la structuration de la filière et puis les enjeux de partage de la valeur. Alors,
D'abord, un mot sur Origine Info. En grande distribution, il y a presque un achat sur 2 qui est de la marque de distributeur. Et aujourd'hui, que l'Origine Info soit mise sur les marques de distributeurs ou les marques premier prix, ça me paraît vraiment, vraiment indispensable. Parce que, comme à cause de l'inflation, on veut acheter moins cher, d'accord, mais au moins qu'on sache d'où vient le produit. Alors après, vous aimez bien celle-ci. Nous, on préfère celle où il y a l'unité. Il y a des choix. Alors, pardon. Pour la clarté, pour quel argument? Effectivement, où c'est produit, parce que... Le site. Alors, c'est possible aussi. C'est possible. Bon, voilà. Mais c'est important parce que on a une agroalimentaire qui a dégringolé en France. Avant, on était les premiers, on est passé les 5e, maintenant on est les 8e dans le rang européen. Si notre consommateur, effectivement, l'Allemagne a énormément gagné, les Pays-Bas ont énormément gagné, l'Espagne, l'Italie. Donc la France a énormément perdu. Donc il nous faut regagner ça. Je suis moi-même agricultrice, donc je veux dire, je prends à bras le corps le problème des agriculteurs, mais nos entreprises qui transforment, aujourd'hui, elles ont perdu, de la part de marché. Est-ce que ça sera possible de le retrouver? J'en sais rien. En tout cas, vis-à-vis des marques de distributeurs, oui, ça a une sacrée importance que de savoir d'où vient le produit, d'où vient les matières premières principales et où est produit le produit. Après, nous, sur nos marque ombrelle, signée Nouvelle-Aquitaine, produit en Occitanie, ça touche d'abord des entreprises qui ne sont pas sur le marché national, parce que quand on est sur le marché national, l'Origine Info, elle est importante. Nous, on est plutôt sur des marchés régionaux. Alors, ils peuvent avoir ça et là, référencées sur une enseigne, sur un marché national, mais elles sont plutôt sur le marché régional. Et du coup, on est effectivement plus sur cette origine régionale. Après, on a le problème de tous ces logos sur le produit. Est-ce que auquel cas on n'y lit plus rien. Votre état d'esprit, c'est pas de dire qu'au fond, c'est aussi en magasin qu'il faut agir et peut-être pas uniquement sur le packaging. C'est pour ça qu'on est plutôt parti sur le fait de théâtraliser, de faire voir où c'est, de reconnaître où sont, ce regroupement de produits d'Occitanie ou de Nouvelle-Aquitaine. Je comprends. David, même question sur, au fond, tout ce qui est au-delà du dispositif graphique, qui est le fruit d'un sacré travail, mais sur tout le reste, et notamment les questions de gouvernance et de partage de la valeur, comment on peut agir autour de l'Origine Info? Alors, il y a un premier sujet qui nous a beaucoup occupé dans les discussions, c'est que pour l'instant, le dispositif, il est sur la base du volontariat. Et à l'origine, nous, on plaidait plutôt pour une obligation, parce que on l'a bien vu. Alors, la raison pour laquelle on a dit oui, c'est qu'il y a un précédent, c'est le Nutri-Score, qui a été déployé sur la base du volontariat. Et de la même façon que pour Origine Info, comme il y avait un bénéfice économique pour les industriels à afficher une bonne note, il y a un grand nombre d'industriels qui a affiché avec des Nutri-Score plutôt A ou B et qui ont du coup, avec un tiers de confiance extérieur, ils ont pu rassurer les consommateurs. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais il y a 60% des produits dans un hypermarché qui affichent un Nutri-Score. Donc c'est plutôt une réussite sur la base d'un dispositif volontaire. Donc sur Origine Info, on est sur le même principe à ce stade. Le risque, si effectivement les industriels ne jouent pas le jeu, c'est que on ne le trouve finalement que sur les produits les plus vertueux ou les plus Origine France, si on prend cet exemple-là. On a vu très récemment l'annonce de Danone de retrait de Nutri-Score sur les produits à boire qui vont être dégradés par le nouvel algorithme. Ça, c'est un gros souci parce que c'est pas acceptable de la part d'une marque qui dit vouloir défendre la qualité nutritionnelle et qui en a fait même son positionnement, son combat de marque, sa raison d'être, que de travailler comme ça à géométrie variable. Donc nous, on va être très pragmatique, on va observer, et la gouvernance, elle est aussi là pour se dire finalement, est-ce qu'on réussit à atteindre l'objectif? Moi, je suis convaincu qu'on peut réussir si les marques ont un intérêt économique à le faire.
Maintenant, on va être très vigilant pour effectivement s'assurer que ce ne sont pas uniquement les plus vertueux qui travaillent, parce que c'est déjà un peu ce qui se passe. Et les autres ont le bénéfice du doute quand ils ne disent rien. On a pris un exemple dans les catégories qu'on a testées. Il y avait le ketchup, on parlait de marques nationales voire internationales. Bon, vous prenez Heinz, Amora, les marques distributeurs et un ketchup origine France. Quand il n'y a rien d'inscrit sur l'origine, c'est le tiercé gagnant, vous le connaissez. Quand l'origine bouge et qu'il n'y en a qu'un seul qui est en origine France et qu'on voit que certains sont hors Union européenne, eh ben, les parts de marché sont bouleversées. Et ça, c'est génial pour les petits, un peu moins génial pour les gros. Donc si les petits le mettent et que les gros ne le mettent pas, ça va poser un problème. Exactement, Christine. Il me semble qu'il y a une différence entre le Nutri-Score et Origine Info. Vous allez me dire. Les enseignes, avec les MDD, ont sauté dans le Nutri-Score parce qu'elles se sont dit ça va être une façon de encore plus développer nos ventes en MDD. Or, sur l'Origine Info, ça va leur poser un sacré problème. Parce que, effectivement, usine Allemagne, parce qu'il y a un paquet de MDD qui sont faits ailleurs qu'en France. Donc peut-être qu'effectivement des groupes nationaux, des marques nationales vont y aller et ça sera très bien. Et nous en région, je ne sais pas trop parce qu'on disait dans la proposition, puisqu'on a travaillé, on a été questionné au travers de notre tête de pont Lagna, et on disait quand finalement c'est signé Nouvelle-Aquitaine ou produit en Occitanie, déjà on le dit déjà quelque part. Voilà, donc c'était juste ça que je voulais rajouter, mais j'espère qu'effectivement, que ça va percer. Alors, quelques éléments de réponse, et puis peut-être aussi, quelle est la place des distributeurs ? Il y a eu un collège distributeur de créé justement dans le collectif En Vérité. Oui, absolument. Alors aujourd'hui, c'est l'enseigne Biocop qui nous a rejoint, qui est pour le coup assez engagée sur ces sujets-là. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. En fait, tous les distributeurs se sont engagés. Moi, je vais être très vigilant aussi avec le collectif sur ce sujet-là. Tous, sauf Aldi, a affiché l'origine. Donc là, dans les semaines qui viennent, on va voir effectivement si les déclarations sont suivies d'actions. Et ce sera déterminant parce qu'effectivement, c'est à la fois une opportunité pour eux s'ils font le choix de l'origine France. Il y en a un certain nombre qui ont fait ça de manière assez massive, voire parfois plus vite que certaines marques nationales sur leur marque propre. Ça bouge en fonction des problématiques économiques et de l'inflation récente, c'est tout à fait juste. Donc il nous reste 3 mois pour voir comment ça va se déployer. Mais effectivement, ils ont pris un engagement public, donc ça les engage vis-à-vis de la société civile. Thierry, le mot de la fin, au regard de ce qui vient d'être dit, cet enjeu de transparence et de communication de l'origine auprès du consommateur, pour vous, ça va fonctionner ou qu'est-ce qui doit être fait pour que ça fonctionne dans les mois qui viennent ? Alors, on espère que ça va fonctionner parce qu'on a vu que ce soit au niveau des marques régionales, que ce soit au niveau national, c'est un enjeu parce qu'au final, c'est quoi ? C'est défendre un territoire, défendre un terroir, c'est de la valeur ajoutée, c'est de l'emploi, c'est de la dynamique sur nos territoires. Souvent, on parlait des PME pour les marques régionales, elles sont souvent dans les campagnes, donc ça fait vivre le tissu géographique français. Donc tout ça, c'est vraiment très 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 positif. Donc on se doit de réussir. Et donc toutes les démarches qui vont dans ce sens-là nous semblent évidemment pertinentes. On pousse, on a des doutes parce que là, on est vite rattrapé par la réalité des coûts, la réalité parfois des surcoûts, la problématique du pouvoir d'achat. Donc voilà, il faut qu'on soit tous moteurs, aidés aussi par les pouvoirs publics à chaque fois que c'est possible, parce que l'enjeu est important et il faut qu'on arrive à défendre nos productions en France. On l'a dit, hein, la ferme France est en difficulté. Je pense que David parlait tout à l'heure de la présence des agriculteurs sur nos routes en début d'année dans les manifestations. Il n'est pas impossible qu'avec ce qui vient de se passer cet été, que les choses continuent. Donc voilà, je souhaite bon courage à notre ministre de l'Agriculture, notre nouvelle ministre, parce qu'il y a du pain sur la planche. La ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, c'était le thème ce matin, innovation et souveraineté alimentaire. On retiendra le mot de la fin, c'est le collectif. C'est en étant tous moteurs qu'effectivement on pourra avancer sur ce sujet de la mise en valeur
de l'origine. Merci pour vos interventions, on peut les applaudir. On retrouve le replay de la table ronde sur les réseaux sociaux du CFIA. Fédérer tous les acteurs de l'agroalimentaire, c'est l'ambition de l'événement, un salon et des conférences qui se poursuivent. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.